en lisant sur le perron, par un après-midi, on se disait c'est si bon, se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre, pour s'occuper des autres, on se fait des accroires, en se contant des histoires. Alors, comme premier extrait sur le thème corps, nous vous présentons Albatros de l'écrivain canadien Terry Fallis. Dans l'extrait que nous vous présentons, Francine et moi, nous allons voir un professeur avec son élève, alors que ce professeur expliquera à son élève une théorie tout à fait particulière. Monsieur Coriel, avez-vous déjà joué au golf? Au golf? Vous parlez de cette petite balle qu'on fait entrer dans un trou? Oui, c'est bien ça. Y avez-vous déjà joué? Je n'ai jamais tenu un bâton de golf de ma vie. Bon, ça veut dire sans doute non, puisque le golf se joue mieux avec un bâton. Eh bien, je pense que vous en aurez bientôt un entre les mains. Je ne vous suis pas très bien. Cela ne me surprend pas. À vrai dire, vous méritez une explication plus poussée. Je vais vous faire un petit topo. Pour ne pas vous assommer avec les détails, là, voici une version, que sais-je, d'une théorie de grand intérêt, mais encore méconnue, échafaudée par un obscur professeur suédois. Elle m'a tendu le périodique ouvert à la page de l'article « Analyse des types morphologiques grâce au pronostic de prédisposition innée des facultés PPIF dans les principaux sports. » Bon, vous êtes prêts? La théorie du PPIF a été développée par le professeur Ingmar Gunnarsson, spécialiste de génie biomédical et de kinésiologie à l'université d'Adélaïde. Son hypothèse est la suivante. Tout être humain, indépendamment de ses inclinations athlétiques, a une morphologie convenant à la pratique compétente d'au moins un sport et souvent plus d'un. Le problème est que la plupart des gens ne s'essaient jamais au sport auquel leur corps est prédisposé. Gunnarsson avance même que les athlètes accomplis dans leur discipline auraient été champions du monde dans un autre sport s'ils l'avaient pratiqué même une seule fois. Vous me suivez? Je crois que oui. Bon, eh bien, il lui a fallu 15 ans pour développer cette théorie malgré les railleries des cercles universitaires traditionnalistes. Son algorithme repose sur une série de mesures corporelles qui révèlent des pronostics optimaux pour 27 sports différents. Je commençais à perdre le fil. Si je comprenais bien, un corps pouvait être mieux disposé au bobsleigh qu'au basketball. Et après, en quoi ça me concernait? Mais je me taisais et tentais de suivre ses explications. Pensez-y, c'est fascinant. Imaginez que vous apprenez, après une vingtaine d'années, à jouer dans les ligues mineures de baseball professionnelles sans jamais pouvoir passer aux ligues majeures, que vous seriez devenu champion du monde si vous aviez joué au Jayalai aux Philippines. Vous en auriez le cœur brisé. Encore mieux, imaginez que Michael Phelps ait eu peur de l'eau et n'ait jamais appris à nager. C'est intéressant. Peut-être que le Canada aurait remporté plus de médailles en natation aux derniers Jeux olympiques si Phelps avait eu la phobie de l'eau. Bon, oublions Phelps un instant, Monsieur Coriel, et parlons un peu de vous. Vu à travers le prisme des recherches du professeur Gunnarsson, vous êtes un être vraiment spécial, bon, du moins en théorie. À en juger par la longueur de vos bras, par rapport à celle de vos jambes, de votre torse, par rapport à celle de votre taille, et par une dizaine d'autres mesures et proportions,
Vous êtes un sacré prodige, Monsieur Coriel. En tout cas, du moins, sur papier. Un prodige sur papier? Est-ce que ça veut dire que mon rêve de devenir écrivain se réalisera? Eh bien, j'espère que vous pourrez réaliser ce rêve-là, mais il ne s'agit pas de ça. Je ne parlais pas de votre talent d'écrivain, mais plutôt de vos bras d'orang-outan. Ah bon, je savais que j'étais un peu dégingandé, mais j'ignorais que je faisais partie de la famille des orang-outans. C'est pour ça que je suis spécial. Oui, jeune homme. Aux yeux du professeur Gunnarsson, en tout cas, et dans l'optique de sa théorie. Quelle chance d'avoir frappé dans le mille après seulement 4 élèves. Mais cela n'a aucun sens. Je n'ai jamais aimé les sports et je suis loin d'être un athlète de talent. Du moins, je ne crois pas. Il faut retenir que l'hypothèse de Gunnarsson contredit en partie la théorie de la performance athlétique. Si votre type corporel dépasse le 95e centile pour un sport donné, votre succès ne dépend pas de l'approche conventionnelle consistant en entraînement et perfectionnement constant. La pratique peut même compromettre la performance de ces grands doués. Attendez un peu là. S'exercer ne servirait à rien. Ce n'est pas en forgeant qu'on devient forgeron. Ne sautez pas aux conclusions, mon garçon. Voyez-vous, Gunnarsson suppose que pour les rares individus dépassant les 95e centiles, c'est la constitution naturelle du corps qui leur permet d'exceller. D'après lui, l'exercice n'est pas naturel. Donc, ça en est plutôt l'antithèse, en fait. En fait, les champions du monde, qu'ils le sachent ou non, sont dotés de pouvoirs surnaturels que l'exercice pourrait anéantir. Précisément. Gunnarsson avance que si l'on obtient un indice supérieur au 95e centile, on ne devrait surtout pas s'exercer, mais simplement se laisser guider par ce qui vient naturellement. Laisser un corps parfaitement adapté faire ce qu'il veut et être récompensé par une performance de champion dans un sport donné. Voilà qui résume toute la théorie. Donc, si je vous comprends bien, le dévouement, la persévérance, la détermination, l'exercice, tout ça ne sert à rien. Il suffit de se servir de son corps parfaitement adapté à un sport donné. Ça n'a rien à voir avec la personne, juste avec son corps. C'est ça! Mais seulement pour les rares spécimens dont l'indice dépasse le 95e centile. Le professeur pense qu'en deçà de ce résultat, l'exercice peut aider. Vous vous demandez sûrement combien d'athlètes se baladent avec un tel indice et dans quel sport? Bien oui, j'allais justement vous le demander. Ah oui! Eh bien, c'est là que le bas blesse. Le professeur Gunnarsson, bien qu'il travaille avec des médaillés d'or olympiques et des champions du monde, n'a jamais rencontré d'athlètes, encore moins de gens ordinaires, dont l'indice dépasse le 89. C'est pourquoi il est encore à la théorie et à la conjecture, à la spéculation éclairée. Et c'est pourquoi sa théorie n'a pas encore d'adeptes. Le professeur Gunnarsson fait cavalier seul. Mais j'aime bien les cavaliers qui sont seuls. Et les indices de Gunnarsson, de mes camarades de classe, n'étaient pas concluants? Oh, ils effleurent à peine l'échelle nécessaire pour le football et le hockey. Ahmed, par exemple, a l'indice le plus élevé avec 71,4 pour le hockey. Bon, rien d'extraordinaire. Assez moyen, en fait, selon la théorie du PPIF, aucun d'eux ne gagnera jamais sa vie en pratiquant un sport. Et à en juger par la question que vous m'avez posée plus tôt, j'imagine que mon indice de Gunnarsson pour le golf, un sport que je n'ai jamais pratiqué, qui ne m'a même jamais intéressé, est assez élevé. Tout à fait, jeune homme! Eh bien, élevé comment? 99,2!
Nous vous présentons un extrait du roman « Les enfants sont calmes » de Kevin Wilson. Dans ce roman, on retrouve des enfants qui ont une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'ils se fâchent, ils prennent en feu, littéralement. Ça ne les brûle pas, mais ça brûle tout ce qui est autour d'eux. Or, ils se retrouvent avec un père qui veut être nommé président des États-Unis. Leur mère vient de décéder. Ils ont passé un certain temps hébergés par des gens. Et puis, ils se ramassent chez leur père. Et voilà que leur gardienne et le majordome du père qui veut devenir président se demandent quoi faire avec ses enfants. Qu'est-ce que vous écrivez? C'est quoi? Méditation zen, vous êtes sérieuse? C'est personnel. Si ça concerne ces enfants, ça me regarde aussi, hein? Pour ne rien vous cacher, j'ai fait ma propre liste. Oh, je la vois d'ici, votre liste. Envoyer les enfants en pension, envoyer les enfants dans une académie militaire, envoyer les enfants dans un sanatorium en Suisse, la cryogéniser dans un bloc de carbonite aussi. Oui, et toutes ces options figurent effectivement sur ma liste, mais parlons un peu. Ben alors, laissez-moi venir m'asseoir avec vous. Non. Mais Carl, il nous faut trouver un plan. Je suis d'accord. Un plan qui aidera les enfants et qui offrira une certaine sécurité au sénateur Roberts et à son épouse. Que diriez-vous pour commencer de séances de psychothérapie? En toute discrétion, bien sûr, puisque je sais combien vous tenez à préserver le grand secret. C'est exclu. Ben, vous m'écoutez quand je parle? En toute discrétion. Carl, ces petits ont perdu leur mère et ils viennent de passer 2 mois chez des vieux schnocks qui débloquent à moitié. Ils ont besoin de parler à quelqu'un. Ils peuvent vous parler à vous. Ben, je suis pas formée pour ça. Ah, heureux de vous l'entendre dire. Le sénateur Roberts ne croit pas à la psychothérapie. Jamais il n'autorisera ses enfants à consulter un psychiatre. Le concept même de psychothérapie le dérange. Mais je me demande bien pourquoi, Carl. C'est exclu. Une autre proposition. Bon, d'accord. Le phénomène, à ce que je crois comprendre, est généré de l'intérieur. Ils prennent feu quand ils ont un motif d'agitation. Il semblerait, oui. Donc, nous devons trouver comment résoudre le problème à la fois dedans et dehors. Je veux dire, à l'intérieur comme à l'extérieur de leur corps. Venez-en au fait, Liliane. Bon, concernant l'extérieur, ça revient juste à, éteindre l'incendie quand il s'enflamme. Oui, avec des extincteurs. Des extincteurs. Vous en avez déjà utilisé un? Vous avez vu le carnage? Respirer ces produits chimiques ne peut pas être inoffensif. Hein? Selon moi, si on parvient à être à l'écoute de leur comportement, à comprendre comment ils fonctionnent dans leur corps, on n'aura pas besoin d'extincteur, juste de serviettes éponges mouillées. Bon Dieu de bois, Liliane! C'est sur ça que vous planchez depuis 3 jours? Des serviettes éponges mouillées? Bon, d'accord, dit comme ça, l'idée semble vraiment nulle, même idiote, mais oui, on garde des serviettes ou des torchons mouillés à portée de main et on les conserve au frais. Bon, on peut les faire suivre partout avec nous, dans une petite glacière, par exemple. Seigneur! Et sitôt que les enfants commencent à se comporter bizarrement, ou à s'enflammer, il nous suffit de les tapoter pour endiguer la surchauffe. Ça empêchera le feu de prendre. Vous avez d'autres idées, par pitié, dites-moi que vous en avez d'autres. J'ai peut-être pas comme vous un doctorat en gestion des incendies, mais oui, j'ai d'autres idées. Par exemple, pour les compétitions automobiles, les pilotes portent des combinaisons qui les empêchent de brûler vifs, n'est-ce pas? Ça ne les protège que quelques secondes, 1 minute peut-être, mais ça laisse
le temps au secours d'arriver. La fibre s'appelle du Nomex. Les pompiers l'utilisent également. Bon, ben parfait, on va s'en procurer. Et on les oblige, les enfants, à porter des chaussettes, des chemises et des sous-vêtements fabriqués dans ce truc. Ces fibres sont conçues pour protéger du feu. Or, les enfants et le feu ne font qu'un. Ce n'est pas eux qu'on cherche à protéger, mais ceux qui se trouvent alentour. Et tout ce qui serait susceptible de s'enflammer. Mais pourquoi ça ne marcherait pas dans les deux sens? Si ces fibres sont, comment dit-on déjà? Ignifuges. Bon, merci. Si c'est ignifuge, alors ça résiste aux flammes d'où qu'elles viennent. Les enfants prennent feu et grâce à ces vêtements, ben, ils ne se répandent pas ailleurs. Ça se tient. Ça nous permet de gagner du temps. Ça nous protège et ça protège la maison, non? Si. J'ai un copain cascadeur à Hollywood. Pour les cascades pyrotechniques, ils utilisent un genre de gel à base d'eau. On l'étale sur la peau et on sort indemne des flammes. Ça ferait le même effet. Les gamins prennent feu et le gel le contient juste assez longtemps pour que nous ayons le temps de les éteindre. Ben, c'est super. Achetez-en, disons, 400 litres. Achetez aussi des combinaisons de pompiers. Mais ça ne résout que la moitié du problème. Comment ça? Ben, on doit surtout les empêcher de prendre feu. On doit réussir à désamorcer le phénomène quand il se trouve dans une situation où, en général, il s'enflamme. D'où la méditation zen. Ou quelque chose dans cet esprit-là. Un des mecs de ma mère faisait du yoga. Je trouvais ça débile et exaspérant parce qu'on ne devait pas faire de bruit pendant qu'il faisait ses trucs, mais jamais de ma vie, je n'ai rencontré de connard plus calme. Quoi que fasse ma mère, rien ne pouvait le démonter, pas même une seconde. Il a fini d'ailleurs par le... elle a fini par le quitter parce qu'il était trop calme, elle disait... C'est bon, Liliane, c'est bon. Bon, bref, on va faire du yoga tous les matins. On va leur apprendre un genre de mantra qui les aidera à s'apaiser eux-mêmes. Pourquoi ne pas les gaver tout simplement de calmants, du lithium ou autre, et veiller à ce qu'ils ne les recrachent pas en douce? Vous pensez que Jasper veut qu'on drogue ses enfants? Je pense que rien ne nous oblige à le dire à Jasper. Mais les médicaments, c'est hors de question, d'accord? On fait des exercices de respiration profonde, puis on évite de s'énerver. C'est de la thérapie cognitivo-comportementale. Ah oui? Ben dans ce cas-là, trouvez-moi des bouquins sur le sujet et procurez-moi aussi ce gel qu'ils utilisent à Hollywood. Et des cassettes de yoga aussi. D'accord, on va faire ça. Dans le roman « Rentrer son ventre et sourire » de l'écrivaine Laurence Baudouin-Masse, on retrouve Élie, qui est une femme qui écrit des livres de cuisine. Pour son tout dernier livre, elle a une photo où elle va apparaître avec une bouteille. C'est son mari qui prend les photos, mais Élie n'est pas vraiment contente du résultat. Ah! Est-ce qu'on peut en faire une coupe d'autres encore, là? Je vais essayer autre chose. Il me semble que c'est pas ça encore. Je lui redonne l'appareil, je reprends la bouteille. Ah! Je sais que ça fait une demi-heure qu'on travaille la même photo. Mais il faut que ça look. Ah! Que ce soit à la hauteur des images du livre. Ben, pas le choix. Sam est en train de répondre à un message sur son téléphone. Il lâche distraitement. Mais voyons, Élie, ils sont bien corrects, les photos. Je vais pas pouvoir faire mieux. Je capte le sous-entendu. Il pense pas pouvoir faire mieux parce que je suis pas assez belle. Parce que j'ai grossi. M'aurais-tu demandé en mariage si j'avais 10, 20... whatever livre de plus? À partir de quel poids tu m'aimes plus? L'autre soir, avant le souper de Noël Karma dans la chambre, là, tu te souviens? T'as dit que tu trouvais que je me laissais aller, que t'avais peur que je redevienne comme avant, hein? Que je reprenne le poids que j'ai perdu. Je suis capable de lire entre les lignes.
Tu me trouves laide maintenant. Bon, t'es fru. Hey, arrête là, OK? J'ai le droit d'être fâché, j'ai le droit de... Ben oui, t'as le droit, sauf que j'ai juste dit que j'avais peur. J'ai pas dit que je te trouvais pas belle en ce moment ou que je veux plus être avec toi. Arrête de prendre tout ce que je dis puis de le déformer. Tu fais toujours ça. Hey, tu sais quoi, laisse juste faire, là. Je vais m'arranger sans toi, bon. Hé, fait beau aujourd'hui. On peut-tu juste pas en faire un drame? En plus, t'es super belle. Mais oui, c'est ça. Mais t'es la plus belle. Oh, please, là, arrête. Ben, Je lève les yeux au ciel. Je souris malgré ma colère. Cache vite mon visage pour pas que ça paraisse que je suis contente. Ça fait 3 jours que ça me hante. Que je pense à combien il était déçu, inquiet, à combien il trouve que j'ai changé. Je lui en veux pour ça. Ben, je m'en veux pour ça. Ça fait qu'entendre que je suis belle, ça me soulage. Beaucoup. mais c'est juste que... Quoi? C'est juste que... Je la connais pas, moi, la fille que t'étais avant. C'est vrai que j'ai peur que tu changes, mais c'est pas un crime. Bah, t'as pris un peu de poids, puis c'est ça. Bon, je me sens pas soulagée pantoute, finalement. Hein? Je voudrais juste qu'ils disent la bonne affaire. Hein? Qu'ils me donnent une raison d'oublier tout ça. Imagine, là. OK, là. On jase, là. Ouais, on jase. Mais tu t'engages avec quelqu'un, tu choisis cette personne parmi toutes les personnes parce que tu l'aimes exactement comme elle est. Tu la maries, puis 2-3 ans plus tard, tu te retrouves avec complètement autre chose, complètement une autre personne. Mets-toi à ma place. Si ça arrivait, je dis bien si ça arrivait, ça serait décevant. À vous. Honnêtement, là, toi, m'aimerais-tu même si j'arrêtais de m'entraîner, si j'arrêtais la musique, même si je changeais de face? Ben... Et voilà! Oui, non, mais... Si ça arrivait que je reprenne du poids, là, ça serait quand même moi. Ça serait pas quelqu'un d'autre. Une autre personne. Ça serait moi. Je suis moi. Hein? J'ai toujours été moi. Je reste moi, peu importe. Et je m'excuse, mais n'importe quel gars te dirait qu'il veut que sa blonde soit chaude. C'est comme ça. Ceux qui disent le contraire sont des hypocrites. Mais peut-être, mais je pourrais être belle avec un corps différent. Oui, Bon, mais tu merci. serais juste pas mon genre. Voici un extrait de la pièce de théâtre La Grande Opération de l'écrivain québécois Jean-Raymond Marcoux. On retrouve Richard et sa femme Michel, non pas Michel Richard, mais Richard et Michel, qui sont tous les deux au lit. Et Richard est en train de lire un magazine. Hein? J'ai passé un test aujourd'hui dans le magazine. Je fais partie des 20% de ceux qui ont une vie de couple riche, intime, partagée et épanouissante. T'es bien chanceux. J'ai pas le temps de niaiser sur mes heures de travail, moi. Ben, quand on est en disponibilité comme moi en ce moment, faut combattre la dépression. Je me concentre sur notre couple, ma raison de vivre. Est-ce que lorsque tu penses à moi, tu penses à un phare, à une bouée ou à un rayon de soleil? Une 5e roue. Oh, Michel! Ben, j'ai pas d'affaire à passer ton test. Mais pourquoi tu veux pas? Dans la vie des femmes, mon chum, là, il y a des périodes dites d'ovulation, ce qui veut dire danger de grossesse. Bon, je comprends. Tu m'expliques, je comprends. Tu ovules, je comprends. Ben, le résultat est le même, hein? Ben, dans le déclin de la Lune, ça joue pas. La dernière fois que tu m'as dit ça, je me suis retrouvée enceinte de Frédéric. Bon, on peut se tromper. Des calendriers avec des lunes, de toute façon, ça se fait plus.
Chat échaudé craint l'eau froide. Ah, tu sais, s'il y avait des pilules pour les hommes, j'en prendrais. Ben, j'ai eu des hauts le cœur assez longtemps. Ben, il y a des crèmes, des stérilets, j'ai des condoms en couleur. Ah, ça m'irrite. Ben, penses-tu que moi j'aime ça, jouir par strangulation? Bon, quand on pense au couple, faut avoir l'esprit de sacrifice. Saturne, là, quitte son orbite et se réchauffe. Oh, à ton contact, toute la nature est en ébullition. Ah, c'est vrai que t'es fin. Viens, je connais un truc. Oh, je le savais. Notre couple est spécial. C'est marqué dans le test. Chacun y va de sa solution plutôt que de se cramponner à sa position. Ouh! Oh, c'est quoi ton truc? Ah, c'est un cadeau. C'est un cadeau que tu vas me faire. Oh, fais-moi languir. La vasectomie. Jamais! Jamais! Non, mais t'entends? Jamais! Ben, ça serait un beau cadeau d'anniversaire, un cadeau de couple, pour une vie de couple partagée, riche, épanouissante. On monterait peut-être dans les 10% des couples les plus heureux. Ben, faut pas exagérer sur le bonheur non plus, là. Ben, je pourrais porter mes bikinis. Ben, tu vieillis plus? Ben, tu disais que c'était dans la tête. Ben, la vasectomie, c'est pas dans la tête, t'apprendras. Puis il y a de drôles de choses qui se passent après. Il y a des hommes qui perdent leurs dents, d'autres qui divorcent, qui font des dépressions, qui deviennent des lurks. Il y en a qui perdent leurs cheveux, tiens. T'as lu ça sur tes heures de travail? C'est comme des érables qu'on fait couler avec des tubes. La nature a horreur du vide. Le tube tire tout le temps. La sève n'a pas le temps de geler, puis l'érable se dégarnit par la tête. À cause de la vasectomie. Mais c'est pas le temps de rire. Ben là, on ne doit pas lire les mêmes livres, certains. Moi, là, j'ai lu que les femmes dont le compagnon est vasectomisé connaissent une nouvelle beauté, un nouvel épanouissement, une nouvelle jeunesse et sont plus portés vers la chose. C'est peut-être pour ça que les hommes deviennent chauves. Les grands séducteurs l'ont tous été. Tu serais excitant, chauve. Ne touche-moi pas, bouchère! Ah, mais moi, je veux t'embrasser, te remercier pour le beau cadeau. Ah ouais, le baiser de la mort! Traîtresse! Dalila! Bon, les hommes disent toujours qu'il faut régler les problèmes à la source. Ben, la source est là. Ouais, mais si je deviens impuissant, à quoi ça sert une source tarie? Ben, Gaston, il est pas impuissant, lui. Comment tu sais ça? Ben, je sais pas, mais il en aurait parlé. Ben, les hommes, ils parlent pas de ces choses-là. Oh, vous souffrez en silence. Pis, Gaston, il est garçon. Voiture, sport et tout et tout. Tandis que toi, c'est plutôt le modèle familial. Change de modèle, parce que 3 enfants, là, c'est assez pour moi. Mais d'habitude, les femmes... Hé, terminez le d'habitude. C'est au tour des hommes de se faire charcuter. Puis, si c'est comme d'habitude, là, ben ils enlèvent tout. Quand ils t'enlèvent tout, ben t'es plus une femme. T'engraisses, le système pileux se développe. Ah! Puis tu deviens plus agressif. Ça se peut pas! Ris pas. Je ris pas. Tandis que vous autres... Nous autres... Ouais, c'est juste un détournement mineur. 3 césariennes, là, j'ai fait ma part. C'est pour ça que je veux plus et que je peux plus porter de bikini. Le petit, là, il m'a demandé c'était quoi ces taches-là. Oh, ça a l'air de petites perles blanches, là. Mais tu sais, la chirurgie fait des merveilles aujourd'hui. Ben, quand t'es pas malade, peut-être, là, oui. T'aimerais mieux que je me fasse avorter? Oh, jamais! La vie, c'est la vie! Bon, ben, choisis. La bourse ou la vie? J'ai pas le temps. T'es en disponibilité? Ben, faut que je me trouve du travail, que je postule, que je passe des entrevues. Sinon, dans 6 mois, je suis dehors. Ben, en attendant, tu pourrais... Ben, tout le monde dit ça. En attendant, tu pourrais. En attendant, je suis trop vieux pour travailler, puis trop vieux pour faire des enfants. La vie commence à 40 ans, mais ça commence bien. Non, t'exagères. J'ai des problèmes, fille. Des problèmes d'hommes. Ah, je connais. Pis des gros. J'en ai même 3.
Ah oui, le sexe. Le sexe? Ah, puis le sexe aussi. Tu te demandes si tu es capable. Tu te demandes si tu vas être capable. Puis tu te demandes pendant combien de temps tu vas encore être capable. Oh, écoute, je me retrouve à 40 ans avec une tête aux idées démodées, des projets qui datent des années 60, puis un corps qui sort de la récession. Oh, côté corps, rassure-toi. La reprise est en vue. Mais si tu continues à ce rythme-là, tu vas être chauve comme ton érable. C'est une manifestation, un épiphénomène. C'est parce que je suis inquiet, puis je passe mon inquiétude par là. C'est la théorie du iceberg. C'est pas ce qu'on voit qui est important. Ouais, je te le fais pas dire. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on